Imaginez mourir de l'intérieur. Lentement, chaque jour un peu plus. Mais vous devez sourire, vous devez danser, vous devez faire comme si tout allait bien. Bienvenue à Versailles. Derrière les perruques poudrées, les habits brodés d'or et les révérences élégantes, se cache l'une des souffrances les plus taboues de l'histoire de France. Une agonie silencieuse qui a rongé les plus grands noms du royaume. Princes, généraux, ministres, favorites du roi, tous touchés, tous malades, tous condamnés à se taire. Parce qu'à la cour du roi Soleil, avouer que votre corps vous trahit, c'est perdre votre pouvoir, c'est devenir invisible, c'est mourir socialement avant de mourir physiquement. Alors ils ont choisi, souffrir en silence, garder l'apparence et emporter leurs secrets dans la tombe. Mais les archives, elles, n'ont pas menti. Les lettres privées, les journaux intimes, les rapports médicaux ont tout révélé. Et ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Parce que cette histoire ne parle pas seulement de vers intestinaux. Elle parle du prix de la dignité, du choix entre vérité et apparence, entre vie et pouvoir. Et croyez-moi, vous n'oublierez jamais ce que ces courtisans ont enduré pour rester debout devant le roi. Avant de commencer, dites-moi en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo ? Et si ce genre de vérité cachée de l'histoire de France vous passionne, abonnez-vous maintenant, parce que chaque semaine, je vous révèle les secrets que les livres d'école n'osent pas raconter. Maintenant, entrons dans les couloirs de Versailles et découvrons ce que personne ne voulait que vous sachiez. Versailles, janvier 1699, 3 heures du matin, dans une chambre du 2e étage du château, loin des appartements royaux, un homme est assis sur sa chaise percée en argent. Le feu de cheminée projette des ombres tremblantes sur les murs tapissés de soie cramoisie. Dehors, le vent d'hiver souffle à travers les jardins endormis. Mais dans cette pièce, il n'y a que le silence et la douleur. Le marquis de Sourches serre les dents. Son visage est tordu par une agonie qu'il ne peut montrer à personne. Pas à ses domestiques qui dorment dans l'antichambre. Pas à sa femme qui repose dans sa propre chambre, et surtout pas au roi, qu'il verra dans quelques heures lors du grand lever. À 43 ans, cet homme a tout, grand prévôt de France, confident de Louis XIV, respecté, admiré. Mais cette nuit, il n'est qu'un corps qui souffre. Dans son ventre, des dizaines de vers intestinaux de 30 cm dévorent sa dignité autant que ses entrailles. Et il n'est pas le seul. Dans les couloirs dorés de Versailles, où chaque geste est chorégraphié, où chaque sourire cache une ambition, où chaque révérence masque un calcul, il existe une souffrance que personne n'ose nommer, une épidémie silencieuse qui ronge les corps des plus puissants courtisans du royaume. Le lendemain matin, tout a changé. Le château s'est réveillé. Les domestiques ont ouvert les rideaux. Les courtisans ont enfilé leurs habits somptueux, et le marquis de Sourches se tient debout dans la galerie des glaces, souriant, conversant avec élégance, comme si cette nuit d'agonie n'avait jamais existé. Autour de lui, la cour de France déploie sa splendeur. Les miroirs multiplient l'éclat des lustres. Les dames portent des robes qui pèsent 15 kilos. Les gentilshommes ont passé 2 heures à se faire poudrer et parfumer. Tout respire la perfection, l'ordre, la maîtrise absolue. Mais regardez plus attentivement, regardez leur visage, cette pâleur qui ne vient pas du blanc de Céruse, ces mains qui tremblent imperceptiblement, ces regards qui trahissent une fatigue mortelle, ces courtisans qui s'appuient discrètement contre les murs entre 2 révérences. Quelque chose ne va pas, quelque chose ronge ce temple de la civilisation française de l'intérieur. Guy Crescent-Fagon le sait. Premier médecin de Louis XIV, cet homme de 60 ans a vu défiler dans son cabinet les plus grands noms du royaume. Et ce qu'il observe le terrifie. Dans son journal personnel, conservé aux archives de la Bibliothèque nationale, il a écrit ces mots en 1703. Plus de la moitié des personnes qui fréquentent régulièrement la cour souffrent d'infestations vermineuses. Le mal est si répandu
qu'il n'étonne plus personne, mais nul n'ose en parler ouvertement. Les grands seigneurs préféreraient avouer la vérole plutôt que de confesser qu'ils hébergent des vers. Préféreraient avouer la vérole. Réfléchissez à ce que cela signifie. À Versailles, mieux vaut admettre une maladie sexuellement transmissible qu'une infestation parasitaire, parce que la vérole, au moins, suggère une vie de plaisir, une vie de conquête. Mais les vers intestinaux, les vers parlent de saleté, d'imperfection corporelle, de fragilité animale. Et à la cour du roi Soleil, rien de tout cela n'est acceptable. Alors imaginez le contraste. D'un côté, l'image officielle. Versailles, comme symbole de la grandeur française, le château des merveilles où règne l'ordre parfait, les jardins géométriques qui domptent la nature, les fontaines qui défient la gravité, l'étiquette qui transforme chaque instant de la journée royale en cérémonie sacrée, et de l'autre côté, la réalité des corps, les douleurs abdominales qui durent des semaines, les diarrhées sanglantes qu'il faut cacher, les pertes de poids dramatiques qu'on dissimule sous des habits rembourrés, l'anémie qui donne ce teint gris que le maquillage ne parvient plus à masquer. Mais personne ne parle, personne n'ose briser l'illusion, jusqu'à ce qu'une femme décide de tout écrire. Charlotte Élisabeth de Bavière, la princesse palatine, belle-sœur de Louis XIV, allemande de naissance, française par mariage, elle déteste la cour et ses hypocrisies. Elle déteste les sourires forcés, les compliments empoisonnés, les mensonges polis. Alors elle écrit des centaines de lettres à sa tante en Allemagne, à ses amis d'enfance, à tous ceux qui sont assez loin de Versailles pour entendre la vérité. Et dans ces lettres, elle ne ment pas, elle ne filtre rien, elle raconte ce qu'elle voit vraiment. En 1705, elle écrit ces mots. « Il n'est point de courtisans qui ne souffrent de vers. J'en ai vu expulser de si longs qu'on les eût pris pour des serpents. La duchesse de Bourgogne elle-même a confessé à sa dame d'Atour qu'elle en rendait chaque semaine. Mais à la cour, on sourit, on danse, on intrigue, comme si de rien n'était. C'est notre enfer doré, notre enfer doré. » Ces trois mots résument tout. Versailles est un paradis en apparence. Mais pour ceux qui y vivent, c'est un système qui dévore, qui exige, qui ne pardonne aucune faiblesse. Et la révélation la plus choquante arrive maintenant. Même la famille royale n'est pas épargnée. Le grand dauphin, fils unique de Louis XIV, héritier du trône de France, souffre de ténia depuis l'enfance. Les médecins le savent, le roi le sait, mais personne ne doit le dire. Alors on lui administre des purges au mercure, des traitements violents qui le laissent prostré pendant des jours. Il vomit, il saigne, il perd connaissance, mais 48 heures plus tard, il doit réapparaître aux cérémonies, souriant, élégant, princier, parce qu'à Versailles, même le fils du roi n'a pas le droit d'être malade. Comment la cour la plus raffinée d'Europe en est-elle arrivée là? Comment ce temple de la civilisation est-il devenu un foyer de parasites? Et surtout, pourquoi personne n'a pu en parler sans risquer sa vie sociale, son pouvoir, sa dignité? Pour comprendre, il faut descendre dans les entrailles de Versailles, là où personne ne regarde jamais, là où la vérité se cache. L'eau, tout commence par l'eau. Versailles est célèbre pour ses fontaines, des centaines de jets d'eau qui s'élancent vers le ciel, des cascades qui dévalent les terrasses, des bassins où nagent des poissons dorés. Louis XIV a dépensé des fortunes pour créer ce spectacle hydraulique. Il voulait montrer au monde entier que la France pouvait défier les lois de la nature. Mais cette eau qui fascine les visiteurs, cette eau qui fait la gloire du château, c'est elle qui tue les courtisans. Parce que Versailles a un secret que les architectes connaissent, que les ingénieurs tentent de cacher, que le roi refuse d'affronter. Le château a été construit sur un terrain marécageux. Il n'y a pas de source naturelle, pas de rivière à proximité. Alors pour alimenter toutes ces fontaines, pour fournir de l'eau à des milliers de personnes, il a fallu inventer un système gigantesque, le plus grand projet hydraulique d'Europe. L'eau vient de partout,
des étangs stagnants à plusieurs kilomètres, de la Seine pompée par des machines titanesques, de réservoirs souterrains où elle reste stockée pendant des semaines, et à chaque étape, elle se charge, elle se contamine, elle devient un bouillon de culture pour les œufs de parasites, les vers plats, les vers ronds, les ténias, les ascaries, tous prolifèrent dans cette eau que personne ne pense à purifier, parce qu'en 1695, on ne sait pas encore que l'eau peut être dangereuse. Elle est claire, elle n'a pas d'odeur suspecte, alors elle doit être saine. Les courtisans la boivent, ils s'en servent pour leurs ablutions. Les cuisiniers l'utilisent pour préparer les soupes, les sauces, les ragoûts. Et chaque jour, des millions d'œufs invisibles pénètrent dans les corps de l'aristocratie française. Jules Hardouin-Mansart le sait. L'architecte royal a écrit un mémoire en 1685, un avertissement solennel au roi. Les archives le conservent encore aujourd'hui. Malgré tous mes avertissements, Sa Majesté refuse d'investir dans un système d'assainissement digne de ce nom. Les eaux usées s'accumulent dans les fossés du parc, attirant mouches et rats. Comment s'étonner que la maladie prospère? Mais Louis XIV ne veut rien entendre. Construire des égouts décents coûterait trop cher. Et surtout, cela signifierait admettre que Versailles, son chef-d'œuvre absolu, a été mal conçu dès le départ. Alors rien ne change. Les latrines continuent de déverser leurs immondices dans les fossés. Les nappes phréatiques se contaminent et le cycle infernal se poursuit. Mais l'eau n'est pas la seule coupable. Il y a aussi la nourriture. Les banquets de Versailles sont légendaires. Des tables qui ploient sous les victuailles, des dizaines de plats servis à chaque repas, du gibier, du poisson, des légumes, des fruits, tout ce que le royaume peut offrir de plus raffiné. Sauf que cette nourriture est mortelle. Le roi aime la viande saignante. Le gibier à peine cuit, encore rose au centre. Les cuisiniers obéissent. Ils servent des sangliers, des cerfs, des chevreuils qui ont passé trop peu de temps sur le feu. Et dans cette chair mal cuite se cachent des larves, des parasites qui attendent simplement d'être avalés pour commencer leur œuvre. Les poissons d'eau douce arrivent des étangs royaux, des carpes, des brochets, des truites. Mais ces étangs sont les mêmes qui alimentent le système d'eau du château, les mêmes où s'accumulent les déchets. Les poissons nagent dans un environnement contaminé. Et quand ils finissent dans les assiettes dorées des courtisans, ils apportent avec eux une cargaison invisible de mort. Et puis il y a les légumes, les beaux légumes des potagers royaux, cultivés avec soin, fertilisés avec des excréments humains. C'est la pratique courante de l'époque. On récupère le contenu des fosses d'aisance, on l'étale sur les jardins. Les plantes poussent merveilleusement bien, mais elles absorbent aussi les œufs de parasites qui survivent dans cette matière organique. Laitue, carottes, navets, choux, tous portent sur leurs feuilles et leurs racines les germes de l'épidémie silencieuse. Le pire, c'est que les médecins voient combat à tout cela. Ils examinent les malades, ils trouvent les vers lors des autopsies. Ils savent que quelque chose ne va pas, mais ils ne comprennent pas la vraie cause, parce que la médecine de 1700 croit encore au miasme, au mauvais air, aux humeurs corrompues. Quand un courtisan tombe malade, on accuse son tempérament mélancolique, son excès de bile noire, ses vapeurs internes. Les vers intestinaux sont connus depuis l'Antiquité, mais on pense qu'ils naissent spontanément dans le corps, qu'ils sont générés par la corruption interne de l'organisme. Personne ne fait le lien avec l'eau, avec la nourriture, avec l'hygiène déplorable du château. Alors les médecins prescrivent des traitements, des purges violentes, des clistères au vinaigre, de la poudre de vers de terre censée attirer les parasites vers l'extérieur, du mercure, de l'arsenic, des décoctions toxiques qui tuent parfois le patient plus vite que les vers eux-mêmes. Et pendant ce temps, le mal continue de se propager, dans les cuisines où l'on ne lave pas assez les mains, dans les chambres où les pots de chambre débordent, dans les couloirs où s'accumulent les déchets que personne ne ramasse assez vite. Versailles est un piège parfait.
une machine à fabriquer des parasites, un système qui transforme la grandeur en maladie, la splendeur en agonie. Et les courtisans sont pris au piège. Ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas se plaindre, ils ne peuvent même pas avouer qu'ils souffrent, parce qu'à la cour du roi Soleil, montrer sa faiblesse, c'est mourir. Maintenant vous comprenez comment la maladie s'est répandue, mais vous ne comprenez pas encore pourquoi personne n'a crié, pourquoi personne n'a dit « stop », pourquoi des centaines de courtisans ont préféré mourir plutôt que d'avouer leur souffrance. Pour comprendre cela, il faut comprendre Versailles, pas le château, le système. À la cour de Louis XIV, tout est une question de regard. Le regard du roi, le regard des autres courtisans, le regard qui vous élève ou qui vous détruit. Chaque matin, des centaines de personnes se lèvent avec une seule obsession, être vues, être remarquées, être appréciées, parce que le roi ne gouverne pas seul. Il distribue les faveurs, les pensions, les titres, les honneurs. Mais pour recevoir quelque chose, il faut d'abord exister aux yeux du souverain. Il faut être présent, visible, parfait. Et voilà le piège. Si vous tombez malade, vous disparaissez. Vous manquez le lever du roi. Vous ratez le souper. Vous êtes absent des promenades dans les jardins. Et pendant votre absence, vos rivaux s'approchent. Ils prennent votre place. Ils murmurent au roi que vous êtes fragile, affaibli, peu fiable. Quelques semaines suffisent, quelques semaines d'absence, et vous n'existez plus. Votre carrière est terminée, vos revenus s'évaporent. Votre famille perd son statut. Alors même malade, même mourant, vous vous levez, vous vous habillez, vous souriez, et vous affrontez la journée comme si de rien n'était. Le duc de Villeroy a fait ce choix. Et il l'a payé de sa vie. François de Neufville, duc de Villeroy, grand officier de la couronne, ami d'enfance du roi, un homme qui a tout donné à Versailles, sa jeunesse, son énergie, sa santé. En 1707, il est gravement malade. Des vers plats ont infesté ses intestins. Il perd du sang continuellement. Son visage a pris une couleur de cendre. Ses vêtements flottent sur son corps amaigri. Ses domestiques le supplient de partir, d'aller se soigner dans sa résidence de campagne, loin de la cour, loin des regards. Mais Villeroy refuse, parce qu'il connaît la règle. Partir, c'est abandonner, c'est laisser sa place à quelqu'un d'autre. Et à 63 ans, après 40 années de service, il ne peut pas accepter cela. Alors il continue. Chaque matin, il assiste au lever du roi. Chaque soir, au coucher, il sourit, il plaisante. Il fait comme si tout allait bien. Le duc de Saint-Simon, qui observe tout depuis les coulisses, écrit dans ses mémoires « Je l'ai vu s'appuyer au mur après avoir révérencié le roi, blanc comme un linceul. Mais il riait encore de quelques plaisanteries du duc d'Orléans. Il est mort en courtisan parfait, debout, élégant et silencieux sur son agonie. En 1714, Villeroy s'effondre. Ses organes ont cédé. Son corps ne peut plus tenir. Mais même sur son lit de mort, il demande qu'on l'habille correctement, qu'on le coiffe, qu'on le parfume, parce qu'il veut mourir comme il a vécu. Innocent, courtisan irréprochable, il a choisi sa dignité selon les codes de son temps. Et ces codes lui ont coûté 7 années de vie supplémentaire. Mais au moins, Villeroy était un homme, un duc, quelqu'un qui avait un certain pouvoir, un certain contrôle sur sa situation. Pour les femmes de la cour, c'était encore pire. Madame de Maintenon le sait mieux que quiconque, épouse secrète de Louis XIV, la femme la plus puissante de France après le roi lui-même, mais aussi la plus surveillée, la plus jugée, la plus prisonnière. Elle souffre des mêmes maux que les autres, les vers, les douleurs, les saignements, mais elle ne peut rien montrer, parce qu'elle est censée incarner la vertu, la perfection morale, la femme qui a ramené le roi vers Dieu. Dans ses lettres à sa confidente, Madame de Caylus, elle écrit en 1703 « Les douleurs du ventre me reprennent chaque nuit. Je ne dors plus, mais je dois paraître sereine aux côtés du roi. Comment lui avouer que mon corps me trahit,
alors que je suis censé être son exemple de force spirituelle. Alors elle consulte des médecins en cachette. Elle fait venir des apothicaires dans ses appartements privés après minuit. Elle utilise des remèdes secrets qu'elle dissimule dans des flacons de parfum. Elle souffre dans le noir, seule, silencieuse. Et le roi, qui dort parfois dans la chambre d'à côté, ne sait rien, ne doit rien savoir. Parce que même dans l'intimité du mariage royal, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, des faiblesses qu'on ne peut pas montrer. Voilà le choix impossible qui se présente à chaque courtisan malade. D'un côté, avouer sa maladie, aller consulter publiquement, se faire soigner ouvertement. Mais cela signifie l'humiliation sociale, la perte de statut, les rumeurs qui circulent dans les couloirs, les ennemis qui exploitent votre faiblesse, et au final, l'effacement complet. De l'autre côté, souffrir en silence, maintenir l'apparence, garder sa position, mais risquer de mourir lentement, dévoré de l'intérieur, sans jamais avoir demandé de l'aide. Et la plupart choisissent le silence, parce qu'à Versailles, il vaut mieux mourir debout qu'être oublié vivant. C'est une forme de violence, pas la violence des coups, pas la violence des prisons, mais quelque chose de plus subtil, de plus pernicieux, une violence qui s'exerce par le regard, par le jugement, par la peur de ne plus compter. Le système de la cour fonctionne comme une machine parfaite. Elle n'a pas besoin de garde, pas besoin de chaîne. Les courtisans sont leurs propres geôliers. Ils s'imposent eux-mêmes le silence. Ils acceptent la souffrance comme le prix à payer pour rester dans le jeu du pouvoir. Et pendant ce temps, dans les ruelles sombres autour du château, un commerce prospère, un commerce de la honte, un commerce de la douleur. Les apothicaires clandestins attendent leurs clients désespérés et ils sont prêts à tout vendre. Rue de la Paroisse, rue de l'Orangerie, deux petites rues sombres à quelques centaines de mètres du château, des échoppes discrètes, des enseignes qui ne disent rien, des portes toujours fermées. Mais la nuit, ces portes s'ouvrent et les clients arrivent. Ils ne viennent jamais eux-mêmes. Ce serait trop risqué, trop humiliant. Alors, ils envoient là leurs domestiques, leurs valets de confiance, des serviteurs qui ont juré le secret, qui portent des capes sombres, qui frappent 3 coups discrets. Et à l'intérieur, les apothicaires attendent. Ils ont compris qu'il y a une fortune à faire avec la honte des puissants, une fortune bâtie sur la douleur qu'on ne peut pas avouer. Les registres de la police de Paris le confirment. En 1702, un rapport signale « Les échoppes situées rue de la Paroisse et rue de l'Orangerie font commerce de remèdes contre les vers. Les clients se présentent masqués ou envoient leurs valets. Les prix sont exorbitants, jusqu'à 100 livres pour un flacon de décoction à l'absinthe. 100 livres, c'est le salaire annuel d'un ouvrier, pour un simple flacon. Mais les courtisans paient. Ils paient n'importe quel prix. Parce qu'ils sont désespérés. Qu'est-ce qu'on vend dans ces boutiques secrètes? De tout. Des poudres mystérieuses. Des décoctions qui sentent l'enfer. Des pilules noires comme du charbon. Des onguents à appliquer sur le ventre. Des suppositoires qui promettent des miracles. Certains remèdes contiennent de l'absinthe, d'autres du mercure, d'autres encore de l'arsenic. Les apothicaires mélangent des plantes toxiques avec des substances mortelles. Ils inventent des recettes au hasard, parce qu'ils savent que leurs clients ne reviendront jamais se plaindre. Ils ne peuvent pas. Ce serait avouer qu'ils ont acheté ces produits. Alors même si le remède ne fonctionne pas, même s'il rend le malade encore plus malade, le secret reste intact et les traitements officiels ne sont pas meilleurs. Les médecins de la cour utilisent des méthodes qui tuent presque autant que les vers eux-mêmes, les purges au mercure, le traitement le plus répandu, le plus dangereux aussi. On fait avaler au patient une mixture qui contient du mercure liquide. L'idée est que ce métal lourd va tuer les parasites. Et c'est vrai, le mercure tue les vers, mais il tue aussi le patient. Les courtisans qui subissent ces purges vomissent pendant des heures. Leur corps se tord de convulsions, ils saignent de la bouche, du nez,
des intestins. Certains perdent leurs dents, d'autres leurs cheveux. Quelques-uns ne se relèvent jamais. Il y a aussi les clistères, ces lavements administrés par voie rectale. Les médecins utilisent du vinaigre, du tabac, parfois du vin chaud, mélangé à des herbes amères. L'opération est atrocement douloureuse. Les patients hurlent, mais on continue, parce qu'il faut bien faire quelque chose. Et puis il y a les traitements les plus fous, la poudre d'étain qu'on fait avaler. L'idée est que ce métal va râper les vers de l'intérieur. En réalité, il perfore les intestins, causant des hémorragies internes, des infections mortelles, les jeûnes extrêmes. Certains médecins recommandent de ne rien manger pendant 15 jours pour affamer les parasites. Mais le patient s'affaiblit plus vite que les vers et souvent il meurt avant d'être guéri. François-Michel Le Tellier, marquis de Louvois, a payé le prix ultime de ces traitements barbares. Louvois, le ministre de la guerre de Louis XIV, l'homme le plus puissant du royaume après le roi, celui qui a organisé les conquêtes françaises, qui a terrorisé l'Europe entière, un géant politique, un esprit brillant, mais même lui n'a pas échappé au vers. Pendant des années, il a souffert en silence, comme tous les autres. Il travaillait 16 heures par jour. Il supervisait les armées, il gérait les fortifications, il négociait avec les ambassadeurs. Et chaque nuit, il se tordait de douleur dans sa chambre. En 1691, son état s'est brusquement aggravé. Les douleurs sont devenues insupportables. Il ne pouvait plus manger, ne pouvait plus dormir. Son médecin personnel a paniqué et il a pris une décision fatale, une purge, mais pas n'importe laquelle. Une purge massive à base de ciguë et de mercure, une dose qui pourrait tuer un cheval. Mais le médecin pensait que seul un traitement extrême pouvait sauver son patient. Louvois a avalé la mixture un matin de juillet. 48 heures plus tard, il était mort. Son corps vomissait du sang noir. Ses organes se dissolvaient. Il hurlait d'agonie pendant que les médecins le maintenaient sur son lit. La version officielle a parlé d'apoplexie foudroyante. Une mort naturelle, rapide, presque noble, mais Madame de Sévigné savait la vérité. Dans une lettre datée de juillet 1691, elle écrit « Louvois est mort hier. On dit l'apoplexie, mais ses domestiques murmurent qu'il rendait du sang noir depuis des semaines. Les médecins ont voulu le purger d'un mal secret. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. 3 mots terribles, mais vrais. Louvois est mort parce qu'il ne pouvait pas avouer sa maladie publiquement, parce qu'il a dû se faire soigner en cachette, par un médecin isolé, qui a pris des risques insensés, sans supervision, sans second avis. Le système l'a tué aussi sûrement que le poison, et ce n'était que le début, parce que vers 1710, la situation a atteint un point de rupture. L'épidémie silencieuse s'est transformée en catastrophe collective. Plus de 70% des courtisans réguliers souffraient maintenant d'infestations. Les décès suspects se multipliaient. 3 ducs en 6 mois, 5 marquis en 1 an, des dizaines de dames de la cour, tous officiellement morts de causes naturelles, tous secrètement rongés par les vers et tués par les traitements. Et le roi lui-même commençait à montrer des signes de faiblesse. Louis XIV, le roi Soleil, le monarque absolu, vieillissait. Son corps se détériorait, et dans les couloirs, on murmurait « Est-ce que même lui, quelque chose devait changer? Quelqu'un devait parler ?» Mais oser remettre en question les conditions de vie à Versailles, c'était remettre en question l'ordre voulu par le roi lui-même. C'était défier le système, risquer la disgrâce, peut-être même pire. Pourtant, quelques voix courageuses ont commencé à s'élever. Guy Crescent-Fagon a décidé de tenter l'impossible. En 1703, après 20 ans comme premier médecin du roi, il a rédigé un mémoire, un document secret, destiné uniquement aux yeux de Louis XIV. Le titre était simple: sur la nécessité d'améliorer la salubrité du château de Versailles. Dans ce texte, Fagon ne mâche pas ses mots. Il décrit l'état catastrophique de l'hygiène, l'eau contaminée, les latrines qui débordent,
les cuisines insalubres. Il liste les maladies qui prolifèrent, les infections, les fièvres et surtout les infestations parasitaires qui touchent désormais la majorité de la cour. Ses recommandations sont claires. Purifier l'eau, construire de nouveaux égouts, améliorer les cuisines, former le personnel aux règles d'hygiène de base, créer un système d'assainissement digne de la grandeur de la France. Le coût serait élevé, mais la santé du royaume en dépend. Louis XIV a lu le mémoire et il a refusé, tout simplement refusé. Pourquoi ? Parce que accepter les recommandations de Fagon, c'était admettre que Versailles avait été mal conçu, que son chef-d'œuvre, son monument à la gloire absolue, avait des défauts fondamentaux. Et le roi Soleil ne pouvait pas accepter cela. Dans son journal personnel, Fagon a écrit sa déception. Sa Majesté préfère des fontaines qui jaillissent vers le ciel à des conduits qui évacueraient nos immondices. C'est le triomphe de l'apparence sur la santé. Le triomphe de l'apparence sur la santé. Ces mots résument tout le drame de Versailles. Mais quelques courtisans ont quand même essayé de se protéger, à leur manière, en secret. Certains faisaient bouillir leur eau dans leurs appartements, une pratique étrange qui attirait les regards, les commentaires, les moqueries, mais ils continuaient, parce que leur vie en dépendait. D'autres refusaient discrètement certains plats lors des banquets royaux, une insulte sociale majeure. Mais ils préféraient risquer l'offense plutôt que l'infection. Quelques-uns quittaient régulièrement la cour, sous prétexte de gérer leur domaine, de régler des affaires de famille. En réalité, ils partaient se faire soigner loin des regards, dans des châteaux isolés, où personne ne pouvait les voir vomir, saigner, hurler de douleur. Et puis, en 1715, le système s'est effondré, parce que le roi lui-même est tombé. Louis XIV, 77 ans. Plus d'un demi-siècle de règne absolu, le monarque le plus puissant d'Europe, l'homme qui avait transformé la France en empire, qui avait construit Versailles, qui avait défini ce que signifiait être roi. Il est mort le 1er septembre 1715, et son autopsie a révélé ce que tout le monde savait, mais que personne n'osait dire. Le rapport médical conservé aux archives du Collège royal de médecine est explicite. Les entrailles contenaient plusieurs vers longs d'un pied, ainsi que quantité de petits vers ronds, un pied, 30 cm. Le roi Soleil, qui avait exigé la perfection de tous ses courtisans, était lui-même rongé par les parasites. Il avait souffert en silence comme les autres. Il avait maintenu l'apparence jusqu'au bout. Il était mort, prisonnier du système qu'il avait lui-même créé. Après sa mort, les choses ont commencé à changer, lentement. Très lentement. Philippe d'Orléans, le régent, a lancé les premières réformes sanitaires. Pas à Versailles. Le château était trop symbolique, trop sacré. Mais à Paris, dans la capitale, des édits sur la qualité de l'eau potable, des règlements sur l'évacuation des déchets, les premiers pas vers une compréhension du lien entre hygiène et maladie. Mais à Versailles, rien n'a vraiment changé. Le système de cour a continué. Les courtisans ont continué de souffrir en silence. Les vers ont continué de proliférer, pendant encore des décennies. Ce n'est qu'avec la Révolution française, quand le château a été abandonné, quand la cour s'est dispersée, que l'épidémie silencieuse a finalement pris fin. Alors que nous reste-t-il de cette histoire ? Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur nous-mêmes ? D'abord, elle nous montre la tyrannie de l'apparence. Dans un monde où l'image était tout, la vérité du corps devait disparaître. Souffrir était acceptable, mais montrer sa souffrance était impardonnable. Ensuite, elle révèle le prix du pouvoir. Les courtisans de Versailles ont accepté la maladie, la douleur, la mort prématurée. Tout cela pour rester proche du roi, pour conserver leur statut, pour exister dans ce système impitoyable. Et enfin, elle dévoile comment fonctionne le contrôle social. Pas besoin de chaîne, pas besoin de prison. Le regard des autres suffit. La peur de l'humiliation suffit. La honte suffit. Ces courtisans qui mouraient de vers intestinaux en silence n'étaient pas
pas simplement des victimes d'un ordre inhumain, ils étaient aussi des êtres humains qui ont choisi leur dignité selon les codes de leur temps. Leur tragédie n'est pas qu'ils aient souffert, c'est qu'ils n'aient jamais eu le droit de dire leur souffrance. Aujourd'hui, quand nous visitons Versailles, nous admirons les miroirs, les dorures, les jardins parfaits. Nous imaginons la splendeur, le luxe, la grandeur. Mais maintenant, vous savez, derrière chaque perruque poudrée, chaque révérence gracieuse, chaque sourire de cour, se cachait un corps fragile, mortel, profondément humain. Et c'est cette humanité, longtemps niée, que nous redécouvrons dans les lettres qu'ils n'osaient montrer, les journaux qu'ils cachaient, les vérités qu'ils emportaient dans la tombe. Leur histoire n'est pas seulement celle de Versailles, c'est celle de toutes les époques où l'apparence a triomphé sur l'humanité. Et c'est à nous, aujourd'hui, de nous souvenir, de ne jamais oublier que derrière chaque système parfait se cachent des corps qui souffrent, des voix qu'on fait taire, des dignités qu'on sacrifie. Les courtisans de Versailles nous parlent encore. 3 siècles après leur mort, ils nous disent « Méfiez-vous des mondes trop beaux, trop parfaits, trop ordonnés, parce que quelque part, quelqu'un paie le prix de cette perfection, et ce prix est toujours trop élevé